Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance d'apaisement, de détente, de stabilisation pour les marchés globaux, à commencer par les marchés obligataires avec une grosse séance de rallye obligataire, on peut le dire. On voit des taux longs qui se détendent de 10 points de base et plus aux États-Unis et en Europe. Ainsi, le 10 ans américain retombe en fin de journée sous les 3% et tout ça redonne un peu d'oxygène au marché actions avec des hausses de 1% pour les actions européennes en cette fin de séance. Rappelons qu'on vient quand même d'une série de séances très négatives puisque au cours des dernières séances, la semaine dernière, les indices européens ont abandonné entre 5 et 6%. Donc c'est un petit rebond technique, on va dire, aujourd'hui, mais qui permet quand même de respirer un peu mieux avec un CAC qui se stabilise autour de 6150 points. Vous aurez les infos clés de marché détaillé dans un instant avec Alix Nguyen. Un début de réponse peut-être sur l'idée d'un pic inflation aux États-Unis. Il faudra attendre demain 14h30 avec la publication de l'indice des dépenses de consommation pour le mois d'avril. Le consensus des économistes attend en glissement annuel un chiffre qui sera un peu inférieur à celui du mois de mars. On était à 8,5% pour l'inflation headline total aux États-Unis au mois de mars. Le marché, les économistes attendent un chiffre qui sera peut-être plus proche de 8%. On attendra la confirmation demain en début d'après-midi, donc à 14h30. Tout ça nous permettra d'alimenter la discussion de marché avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à la saison des assemblées générales avec l'angle ESG. Où en est-on du rapport de force sur les questions ESG, sur les questions de stratégie climat entre les actionnaires et les administrateurs et les directeurs des grandes entreprises. C'est le sujet que nous aborderons avec la directrice adjointe de l'investissement durable de Fidelity, Ayla Kozik, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Séance de soulagement et de rebond pour les indices actions en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le CAC se maintient dans le vert et met fin à 4 séances de baisse d'affilée. Le marché profite d'achats à bon compte sur les banques et les valeurs de croissance. Valeurs récemment plombées par les craintes de resserrement de politique de la part des grandes banques centrales, sans compter les signes de ralentissement de l'économie mondiale. L'amélioration ambiante prend forme dans la détente observée sur les marchés de taux. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est repassé sous le seuil des 3%. Celui du Bund allemand de même échéance se détend. Idem pour celui du BTP italien. Wall Street, de son côté, ouvre en hausse. Les poids lourds de la tech progressent. C'est le cas d'Apple, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Amazon. Et puis, autre fait notable, Biohaven Pharmaceuticals bondit de 70% après l'annonce de son rachat par Pfizer pour 11,6 milliards de dollars. Sur le front des matières premières, le baril de Brent recule encore après avoir plié de plus de 6% hier, alors que le consensus au sein de l'Union européenne quant à un embargo sur le pétrole russe semble se déliter. Plus forte hausse du SRD, EuroAPI est à nouveau convoité. EuroAPI dont les premiers pas boursiers sont réussis. La filiale de Sanofi, provisoirement au CAC, après la scission la semaine dernière, se trouve désormais soutenue par les brokers. Trigano bondit au premier semestre de son exercice décalé. Le fabricant de mobil-home a publié un bénéfice net en hausse. Il anticipe cependant pour le 3e trimestre un ralentissement de son activité du fait de manque de composants. Renault progresse. Le groupe a présenté ce mardi sa stratégie pour son entité Mobilize. La nouvelle marque vise une marge à 2 chiffres d'ici à 2027. Renault a également annoncé la prochaine cession de sa participation de plus de 34% dans sa filiale coréenne Renault Korea Motors au chinois Geely Automobile Holding. Demain, l'inflation sera au cœur de la séance avec les données chinoises et américaines d'avril. Côté valeur, le constructeur ferroviaire Alstom livrera ses résultats annuels. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos de marché résumées par Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Manuel nous accompagne ce soir, le directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Pierre Nouan d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion et avec nous également au plateau Véronique Riche-Flores. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Parlons évidemment de l'inflation, des taux, des banques centrales. C'est le sujet permanent pour les investisseurs en ce moment. Je reste marqué, on en discutait avant l'antenne, par le message envoyé la semaine dernière, non pas par la Fed, mais celui de la Banque d'Angleterre, qui a jeté quand même un gros froid dans l'univers des observateurs des banques centrales. Donc, je rappelle quand même, la Banque d'Angleterre, qui a été la première banque G7, du G7, à monter ses taux en décembre 2021. À une époque où encore on n'imaginait pas que le taux de dépôt en zone euro puisse redevenir un jour positif, où on n'imaginait pas que la Fed puisse monter ses taux de 50 points de base. C'était des choses impossibles à l'époque, et pourtant la Banque d'Angleterre, elle, entamait une série de 4 hausses de taux jusqu'à présent. La dernière a été délivrée la semaine dernière. Une Banque d'Angleterre qui désormais monte ses taux en signalant une récession à venir au Royaume-Uni, avec un pic d'inflation attendu à 10% en fin d'année. Et derrière ce pic d'inflation, une récession et 2 années de croissance zéro. C'est quand même ce que signale la Banque d'Angleterre à ce stade. Est-ce que la Banque d'Angleterre est visionnaire aujourd'hui? Est-ce que le message doit être reçu par l'ensemble des banquiers centraux? Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est elle bénéficie d'une crédibilité qui est plutôt au-dessus de celle de la Fed ou de la BCE. Parce qu'en décembre, rappelez-vous, je crois que Jérôme Powell, comme Madame Lagarde, nous parlait toujours d'inflation transitoire. Eux avaient fait les calculs. Ils nous annonçaient déjà une inflation à 4,5. Je crois que c'était au mois de novembre, 4,5 pour fin d'année. Et puis finalement, ils ont révisé régulièrement sans véritablement tomber très loin de la réalité. Ça, c'est le premier bon point. Enfin, voilà. Et puis, effectivement, ils sont passés à l'action. Alors, jusqu'à présent, c'était assez facile parce qu'il y avait des sorties de Covid, etc., des indicateurs économiques assez bons. La question se posait, est-ce qu'ils vont continuer une fois que l'économie marquera des signes de faiblesse? Et c'est là que c'est important, que le message est de dire, nous allons continuer. Ouais. Et nous prévoyons effectivement, essentiellement du fait de l'inflation, mais avec les ajustements de prix à venir, donc notamment prochainement octobre, sachant que les prix de l'énergie sont fixés et évoluent en fonction de décisions officielles. Et nous anticipons une inflation à 10% à la fin de l'année, avec une remontée de taux. L'économie connaîtra une récession. Alors c'est une contraction du produit intérieur brut en fin d'année, assez forte, de l'ordre de 1%, mais surtout suivi d'une quasi-stagnation tout au long de l'année 2023. Et très honnêtement, quand on est économiste, conjoncturiste et qu'on essaye de chiffrer ce qui doit se passer dans les 2 prochains trimestres et la suite, je trouve que ce que nous dit la Banque centrale est de loin le plus crédible. On est la Banque d'Angleterre est la plus crédible. Oui, non, mais la Banque centrale d'Angleterre est la plus crédible aujourd'hui pour vous. Et finalement, c'est ce à quoi on arrive. C'est-à-dire que nous, on avait un choc un peu plus marqué au 2e trimestre et puis un rebond assez fort au 3e et puis quelque chose qui reprenait une croissance relativement vigoureuse un petit peu partout. Et là, ce qu'on voit, c'est que le choc du 2e trimestre sera probablement un peu amorti, mais derrière, pour redémarrer, ça paraît extrêmement difficile. Et là, on a affaire au dilemme des banques centrales, effectivement. C'est-à-dire que, quand même, la Banque centrale nous dit on va remonter les taux d'intérêt. Notre objectif, c'est 2,5%. On n'est pas sûr d'y arriver, mais c'est notre objectif. 2,5% avec une inflation à 5-6, ça veut dire qu'on est en récession avec des taux d'intérêt réels fortement négatifs. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, effectivement, qui tétanise, parce qu'en réalité, on se dit mais les banques qu'est-ce qu'on pourra faire de plus? Oui, c'est ça. Elles ne peuvent pas contrer véritablement l'inflation, mais déjà, il faut qu'elles remontent les taux et ça risque d'être suffisant pour entraîner le monde dans une récession, une stagnation durable. Oui, et donc le message de la Banque d'Angleterre, alors au-delà des spécificités britanniques qui amplifient peut-être le phénomène, c'est la discussion qu'on a eue ces derniers jours en plateau, oui, c'est un schéma qu'il faut avoir en tête pour la zone euro, par exemple. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe d'un côté de la Manche ne se passe pas également dans une certaine mesure de l'autre côté. Il pourrait y avoir des raisons parce qu'il y a le Brexit, etc. Mais la réalité, c'est que les conjonctures tentées ne sont pas extrêmement différentes. Donc effectivement, le plus probable, effectivement, c'est qu'on ait un peu tous le
même schéma pour la zone euro. Et pour les États-Unis, ça peut être différent parce que la sensibilité aux taux d'intérêt qui ont déjà beaucoup monté est différente, notamment par son effet sur l'immobilier. On en parlera sans doute après. Mais effectivement, pour la zone euro, en tout cas, c'est ça. Donc, on n'a plus le schéma qu'on a traîné depuis 2 ans quasiment avec les vagues de Covid où on se disait on va avoir très mal, mais derrière, ça va repartir. Et là, on voit bien que c'est cette question de la capacité à redémarrer qui est en cause. Julien Pierre, c'est un espoir qui a souvent été avancé par certains de vos confrères, consoeurs. L'idée que le ralentissement économique, à un moment, amènera les banques centrales à adoucir leur tonalité et peut-être même leur décision de normalisation. La Banque d'Angleterre nous montre qu'à ce stade, ça n'est pas le cas. C'est ce qui est dans le modèle un peu classique des banques centrales. Une banque centrale, pour elle, lorsqu'elle remonte ses taux, elle fait ralentir l'économie et ça réduit les pressions inflationnistes. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de discours, et même ce discours présenté souvent de manière assez rose. Le mot qui revient quasiment tout le temps dans les discours des membres du comité de politique monétaire de la Fed, c'est le soft landing. On va remonter les taux un peu. Ça va permettre à l'économie de revenir vers le potentiel et les pressions inflationnistes vont disparaître. La question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas jusqu'où la Fed devra remonter les taux pour vraiment faire ralentir l'économie. On ne sait pas quelle est la résistance des bilans des ménages, des entreprises à des taux plus hauts et quelle est la résistance des marchés à des taux plus hauts. Et c'est vrai qu'il y a cette question, est-ce que ça va être d'abord l'économie qui va craquer, d'abord les marchés, quel impact d'un éventuel choc sur les marchés, sur l'économie. Donc aujourd'hui, on est dans une situation vraiment très complexe. Et il faut attendre une inertie très forte peut-être de l'inflation et même de l'inflation cœur peut-être, qui est très élevée désormais aux États-Unis, qui a plus de 6%, je crois. 6,5 aujourd'hui. Entre le moment où l'économie ralentit un peu pour revenir au potentiel et le moment où l'inflation cœur commence à se normaliser elle aussi, il peut se passer beaucoup de temps. Oui, puis on voit que les anticipations des ménages, alors n'ont pas totalement dérapé, mais ont quand même bien remonté sur les derniers trimestres. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va se continuer ? Parce que le cauchemar, effectivement, pour les banquiers centraux, ça serait que malgré effectivement ce changement de discours, ce discours plus faucon, les anticipations continuent à déraper et auquel cas il faudrait remonter encore davantage les taux d'intérêt. Ouais. Manuel, Vincent, vos commentaires, et puis je ne sais pas, en partant des prix du marché obligataire, est-ce qu'on arrive à extraire un message ou un scénario un peu consensuel chez les investisseurs aujourd'hui ? Peut-être revenir d'abord sur 2-3 choses qui ont changé fondamentalement en 6 mois. La fonction de réaction des banques centrales, priorité absolue donnée à la lutte contre l'inflation. Et donc, pour répondre à votre point précédent, on a une confirmation du côté de la Banque d'Angleterre. On l'avait eu aussi la semaine dernière du côté de la Fed. Là-dessus, il y a une grande cohérence de priorités, d'objectifs. Le deuxième point qui a changé, et pour revenir sur effectivement ce commentaire qui a été ensuite parfois tourné en dérision de Jérôme Powell sur le côté transitoire de l'inflation, une vraie diffusion à toutes les composantes de l'inflation. Et ça, on le voit aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni et on le voit aussi en zone euro, à des degrés divers. Mais l'inflation des services en zone euro, elle est de l'ordre de 3% maintenant. Donc ça, c'est un point important. Peut-être la différence entre les États-Unis et la zone euro, c'est la croissance des salaires, évidemment, qui est plus forte aux États-Unis, qui tourne toujours de 5% environ. Et en zone euro, historiquement, elle a toujours plafonné à 2%, même dans des années où l'emploi progresse énormément. Ce sera toute la question du second semestre 22 en zone euro, c'est de savoir si les salaires, pas pour des questions d'accélération cyclique, mais pour des questions de tension sociale, des questions de pouvoir d'achat, des questions aussi politiques, si les salaires commencent à accélérer en zone euro. Et on peut s'attendre en néant, et c'était présent dans le discours de la BCE en mois de février, que les salaires commencent à accélérer vers 3% ou au-delà. Et ça, ce serait effectivement un changement important pour la Banque Centrale Européenne. Alors évidemment, qui ne peut pas décemment demander aux salariés de ne pas réclamer des hausses de salaire quand le squeeze sur le pouvoir d'achat est aussi important, mais qui va devoir aller au-delà d'une simple normalisation. C'est ça le risque ? La BCE va devoir peut-être encore ajuster ses chiffres. Elle l'a fait un peu tardivement. C'est vrai qu'on parlait de crédibilité des chiffres des banques centrales.
Je rejoins le commentaire sur la Banque d'Angleterre. Et à l'inverse, en creux, le message, c'est beaucoup de participants de marché doutent quand même des chiffres de croissance et d'inflation que la BCE nous propose pour 2022. Je pense qu'après, ce qui est vraiment important, c'est de se tourner vers 2023, en fait. On connaît les délais de transmission d'une politique monétaire, 12-18 mois. Et donc, si on monte les taux aujourd'hui, on va impacter la croissance économique pour l'année prochaine. Et c'est là où je pense que le discours extrêmement important, notamment du président de la Bundesbank, c'est-à-dire que la fenêtre, finalement, de remonter des taux n'est pas si longue que ça. Il vaut mieux remonter les taux quand on est encore en croissance positive, même si en rythme trimestriel, on est quand même déjà un peu en stagnation. Il vaut mieux augmenter les taux d'intérêt maintenant, plutôt rapidement que trop tard. La Banque d'Angleterre l'a bien compris. La Fed l'a bien compris. La BCE est encore un peu coincée dans l'arbitrage de ses objectifs, mais on sent quand même que le moment est probablement venu. Bon. De repasser en positif ou marginalement en positif. C'était aussi le discours de l'IREN ces derniers jours. Oui, très clair. Oh, le tir a été assez clair. Français, allemand, finlandais, effectivement. Alors peut-être tout le monde a tiré dans le même sens. Un point intéressant sur le marché obligataire quand même, on parlait des anticipations d'inflation à l'instant. Quand on regarde les points morts d'inflation que reflètent les obligations américaines, on a eu quand même un dégonflement de l'inflation implicite sur les 2 ans. Et donc, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Soit c'est les marchés qui commencent à donner un peu de crédibilité à l'agenda de lutte contre l'inflation des banques centrales, soit le marché commence déjà à regarder vers un peu de ralentissement cyclique pour les 2 prochaines années. Le focus va bouger de l'inflation à la croissance. C'est ce qu'on va attendre dans une deuxième partie d'année. Julien Pierre, on aura l'inflation américaine demain. Je ne vous demanderai pas de pronostiquer le chiffre, mais l'idée d'un pic, forcément, se rapproche quand même, j'imagine. Oui, d'autant qu'il y a certains facteurs un peu exceptionnels qui ont joué, qui vont beaucoup moins jouer. Par exemple, tout ce qui a été voiture d'occasion aux États-Unis, qui a eu une influence disproportionnée sur les chiffres d'inflation. Les prix ont commencé un petit peu à baisser. En tout cas, on n'aura pas la même contribution positive à l'inflation qu'on avait pu avoir. Donc il y a plusieurs facteurs, mais parmi tous ces facteurs, il faudra distinguer effectivement les tendances profondes, sous-jacentes. Et c'est vrai qu'on les voit plus dans l'inflation des services, comme ça a été mentionné. Et nous, on pense que la question de l'inflation, elle va rester présente comme la question de la croissance. C'est-à-dire qu'on sait que cet exercice de pilotage que vont essayer de faire les banques centrales, il est très compliqué. Il faudra avoir les yeux rivés sur l'inflation, sur la croissance pendant un certain temps. Dans la stratégie de la Réserve fédérale américaine, alors évidemment, je ne dis pas que les marchés boursiers n'ont pas d'importance, mais le marché qui a peut-être le plus d'importance, c'est le marché immobilier américain, parce que c'est là où on voit, avec des effets retard, qu'aujourd'hui, on a quand même eu un effet d'entraînement très fort sur les prix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché immobilier américain, avant de parler du Nasdaq, parlons du marché immobilier. Non, mais est-ce qu'il y a l'idée que, oui, le refroidissement est déjà en cours, que ça peut peut-être à un moment quand même baisser un peu le niveau de stress des banquiers centraux américains, voire, encore une fois, les faire être plus sensibles à des questions d'emploi, de croissance, plus que d'inflation? Alors le marché immobilier américain aujourd'hui, il est caractérisé d'abord sur le plan marché physique par sans doute une pénurie de logements. En fait, on avait eu énormément de construction au milieu des années 2000 et après on a connu une quinzaine d'années où on a construit sans doute en dessous de ce qui était nécessaire pour l'économie américaine. Ça a permis d'absorber les excès, mais aujourd'hui on n'a sans doute pas assez de logements aux États-Unis, on n'a aussi pas assez de logements à vendre. Lorsqu'on regarde les stocks de logements à vendre, on est extrêmement bas. Et donc on a cette tension physique qui plante le décor. Après on a eu des conditions financières qui étaient très très favorable, des taux sur les prêts hypothécaires qui avaient baissé à des niveaux très bas, qui sont en train de remonter fortement. Donc il va falloir surveiller effectivement ce qui se passe à ce niveau-là, et aussi distinguer ce qui va se passer sans doute sur les transactions immobilières et sur la construction. Sur les transactions, on n'a pas encore au niveau des prix de ralentissement. Au mois de février, l'indice Case-Shiller a progressé de 2,5%. C'est colossal, c'est très supérieur. Sur un mois. Sur un mois. Oui, c'est pas en year-on-year. Oui, sinon c'est à 2 chiffres. Et c'est très au-delà de ce qu'on avait pu connaître pendant les buts. Voilà, on sent que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, qui ne doit pas rassurer les banquiers centraux, parce que des rythmes de progression des prix de l'immobilier comme ça, ça se diffuse après au reste de l'économie. Le coût du logement, c'est 30% des indices de prix.
Donc pas de ralentissement encore significatif. On le voit un peu sur les mortgages, puis après dans certains segments effectivement immobiliers. Mais c'est vrai qu'on a encore ces signes de tension. Ouais. Véronique. Ces signes de tension, et je rebondirai sur ce propos sur l'immobilier, c'est qu'on voyait bien il y a quelques semaines que l'immobilier était devenu un target de la Fed. Il y a eu pas mal de déclarations et je pense il commençait à y avoir un sujet politique avec un coût du logement qui devenait trop largement inabordable pour la grande majorité des Américains. Donc il y a une volonté de freiner cette dynamique sur le marché immobilier. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, qui a été en partie dit, mais c'est un marché quand même assez disloqué, où l'essentiel des transactions se fait sur les valeurs, les biens les plus onéreux. En général, on le disait hors plateau, avec des valises de cash plutôt que du crédit. Effectivement, c'est logique, mais on voit, normalement, ça ne va pas durer éternellement, effectivement. Et effectivement, les mises en chantier de logement, de toute façon, n'ont jamais retrouvé leur niveau, leur moyenne de long terme. Donc, on paye en partie cette faiblesse depuis la crise de 2008, ce qui veut dire que les prix du neuf, en plus le neuf n'était pas toujours facile à construire, etc. Les prix du neuf ont flambé. Il y a eu un report sur l'ancien, les prix de l'ancien ont flambé, et puis ça se reporte. C'est un marché effectivement qui vit des tensions de toute façon et qui n'est pas forcément simple à aborder, qui peut réserver des surprises un peu dans les deux sens. Donc c'est un sujet d'interrogation plus que de certitude ou de risque, mais de risque également. Et vous dites c'est bien ce marché-là que la Fed cible aujourd'hui pour apaiser justement les tensions inflationnistes. Je pense qu'elle le ciblait réellement. Après, la Fed avait aussi en tête, et ça se retrouve dans tous les discours, le faible niveau du taux de chômage et l'inquiétude que ça peut représenter sur les salaires. Là, la croissance des salaires a l'air de se stabiliser. Finalement, ça part pas totalement dans le décor. D'un mois sur l'autre, on a vu que ça ralentissait un petit peu. Ça ralentit un petit peu. Disons que ça a arrêté de s'accélérer. Oui, c'est ça. La hausse des salaires n'est peut-être pas non plus totalement éternelle. Enfin, ça peut être déjà un gros rattrapage. Alors peut-être que dans tout ça, je rajouterai une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est que c'est la question du prix des matières premières. Et quelque part, on va vers une heure de vérité. C'est-à-dire que moi, il me semblait, mais avec tous les doutes qu'on peut avoir sur ces sujets-là, que les liquidités hyper abondantes de ces dernières années étaient quand même en large partie responsables du niveau extravagant des prix des matières premières. Alors bien sûr, on rajoute du Covid, on rajoute une guerre. On se dit, mais non, mais les prix sont tout à fait justifiés. Je crois que la partie liquidité a vraiment enflé davantage ses prix et que ce resserrement monétaire qui ne concerne pas que les trois banques centrales qu'on a évoquées, qui est vraiment mondial, qui va relativement vite, à un moment donné devrait impacter les prix des matières premières. Donc est-ce que la situation de conflit qu'on connaît plus, est-ce que tout ceci va complètement brouiller les pistes au point de maintenir les prix sur leur niveau grosso modo actuel? C'est possible, mais c'est pas le scénario le plus évident. Donc on devrait avoir une détente des prix des matières premières. Mais pour avoir détente, il faudra qu'on ait une détérioration des perspectives économiques. Ça va de pair. Mais je pense que ça passe par là. Et à partir de là, effectivement, sans doute que les banques centrales, et la Fed en particulier, seront beaucoup plus nuancées sur leur jugement par rapport au risque d'inflation et à la nécessité de foncer bille en tête. Est-ce que vous attendez aussi, Vincent, l'idée qu'à un moment la Fed va adoucir son discours parce que le ralentissement économique sera plus perceptible, parce que les risques sur la croissance peut-être seront plus équilibrés par rapport aux risques sur l'inflation, sachant que c'est quand même une idée très consensuelle pour beaucoup de gérants et d'investisseurs sur la deuxième partie de cette année. Et puis, petite question aussi sur la nouveauté qui est la réduction passive du bilan qui va commencer là au 1er juin. Est-ce que ça change quelque chose dans la dynamique de marché ou est-ce que tout ça est déjà très bien intégré ? Alors sur la Fed, c'est probablement trop tôt pour que la Fed change déjà de discours. Elle a engagé son cycle. Je pense ce qui est très important dans la réunion de la semaine dernière, c'est de stabiliser les anticipations sur le rythme des hausses des taux avec beaucoup de discours. Ils sont tous d'accord pour 50. Là, voilà, c'est ça. On fait à nouveau 50 points de base en juin. Juillet, ça dépendra du cycle. Et donc c'est probablement sur la réunion de septembre on pourra voir s'il y a une inflexion du discours ou pas. On sait que la Fed peut être aussi sensible à l'évolution des conditions financières.
et donc c'est du rythme de ralentissement ou pas de l'économie américaine. On pouvait scruter aussi dans le discours de Jérôme Powell la semaine dernière, est-ce qu'il va adoucir son discours au vu d'une croissance américaine qui a déçu au premier trimestre, moins 1,4 en annualisé. On sait que derrière, il y avait aussi l'effet de la balance commerciale très négatif et puis l'inversion des stocks. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a réitéré finalement un message de confiance dans deux composantes de l'économie américaine. Ah oui. La consommation et l'investissement qui étaient respectivement à 2,7 et 2,9 de croissance au T1. Et donc c'est ça qu'il faudra surveiller. Et évidemment, le marché de l'emploi, on a une stabilisation et non plus maintenant une décrue du taux de chômage aux États-Unis. On parlait des salaires tout à l'heure. On n'est pas encore au moment, à mon sens, où la Fed juge nécessaire de changer de discours. Elle est encore dans ce narratif de la remontée des taux, c'est maintenant. Et l'emploi est assez fort, l'économie est assez forte et peut supporter des hausses de taux sans se cracher. Après, on sait aussi que Jérôme Powell a probablement été marqué par le cycle de hausse de taux de 2018 avec probablement une hausse de taux à la fin du quatrième trimestre 2018. Si vous vous souvenez, l'état des marchés financiers n'est pas très joli à voir au mois de décembre 2018. Donc ce genre d'événement marque d'une manière ou d'une autre. Je pense que dans l'équation, il y a aussi un point à mentionner. On n'a pas beaucoup parlé de la Chine. Ça a été souvent au cours de la dernière décennie une source de déflation importée. On parlait des matières premières. Force est de constater qu'on a une grosse divergence entre d'un côté l'énergie et puis les métaux. Et le ralentissement économique chinois assez fort, avec des indicateurs d'activité qui ont bien piqué du nez sur le mois d'avril, ça nous renvoie quand même un petit message que là aussi, il y a eu potentiellement une source de déflation, en tout cas une origine possible qui permettrait de calmer un peu la baisse des anticipations d'inflation. Oui, mais la Chine va relancer. La Chine va relancer. Et si la Chine relance, elle va relancer un peu par l'infrastructure. C'est déjà un peu, déjà un peu l'idée. Et donc, ça recrée des tensions. C'est pas encore l'Arlésienne, mais on en parle depuis longtemps. Moi, ce que je constate, c'est que les taux d'intérêt de la Banque centrale chinoise n'ont pas été abaissés le dernier mois. On savait que les indicateurs d'activité devaient chuter en raison des politiques de reconfinement de Shanghai, mais pour le moment, la Banque centrale chinoise n'a quasiment pas bougé ses taux. Peut-être elle a coupé de 15 points de base au cours de l'hiver en 2 fois. Donc on est très très loin d'une volonté de relancer l'économie par le monétaire. On sait qu'il y a des provinces chinoises qui sont en difficulté fiscale en raison de leur forte dépendance aux revenus des transactions immobilières, qui sont en baisse de 30%. Du coup, c'est le gouvernement chinois qui doit augmenter d'à peu près 20% les transferts du budget national, on va dire, vers les provinces. Donc la marge de manœuvre fiscale n'est pas non plus absolue. Effectivement, le point important, c'est le plan d'infrastructure qui était en fait déjà assez important l'année dernière. Il change de taille et de nature. L'année dernière, je crois que les montants autorisés d'émissions de prêts obligataires par les provinces étaient un peu pas loin de 600 milliards de dollars qui ont été beaucoup consacrés au transport, à des secteurs assez classiques et qui sont financés par des émissions obligataires des provinces. Cette année, effectivement, maintenant, on parle d'un plan d'infrastructure de 2000 milliards de dollars et qui, cette fois-ci, doit cibler beaucoup plus les infrastructures de communication et l'innovation. Donc, mais on sait que les plans d'infrastructure, c'est plus des plans de transformation que des plans de relance cyclique. Ça prend un certain temps quand même. On a fait des routes, on va faire de la 5G, quoi. C'est ça. Oui, d'accord. Sur la Chine, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade Ce qui est très marquant, c'est quand même la devise chinoise qui a craqué, qui a quand même baissé très vite, très fort en 2-3 semaines là, au cours du mois d'avril. Ça nous dit quoi de la situation économique chinoise, des difficultés des autorités monétaires, budgétaires, et puis est-ce que ça pèse sur le sentiment de marché ? 2015, on a cette petite dévaluation du yuan, surprise au cours du mois d'août, qui fout un bazar pour quelque temps quand même. Qui était arrivé effectivement pas mal en surprise et les gens ne l'attendaient pas, et qui avait en plus déclenché pas mal de fuites des capitaux. Aujourd'hui, en fait, les autorités chinoises ont quand même un contrôle plus fort de des flux de capitaux, surtout sortants. C'est ce qui inquiète beaucoup le gouvernement chinois. Et donc, il y a peut-être aussi effectivement une volonté de laisser un peu dériver la devise, même si lorsqu'on regarde l'excédent commercial chinois, il est sur un record absolu. Bien sûr. Et on peut... Après, ça dépend du niveau de conflictualité que la Chine acceptera avec les États-Unis, mais est-ce que la Chine peut laisser filer sa devise
pour soutenir ses exportations. Ça peut vite devenir un sujet politique. Ça peut vite devenir un sujet de politique internationale. Oui, on en a pas mal en ce moment. Oui, effectivement. Et sur la situation économique chinoise, est-ce qu'on est arrivé à un point où on ne peut qu'espérer mieux, ou est-ce que ça peut être encore il y a eu l'effet effectivement confinement. Ce qui est rassurant, c'est que lorsqu'on regarde là, le nombre de nouveaux cas, ça commence à rebaisser un petit peu. Donc peut-être qu'on est dans une vague qui est en train d'être maîtrisée et qui permettrait dans les prochaines semaines de réouvrir toutes ces villes qui sont confinées. Et effectivement, on a ces mesures de soutien. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de l'année, on a le congrès du Parti communiste chinois. Personne n'oublie. Xi Jinping a très envie d'obtenir un 3e mandat. Et donc, généralement, il y a une volonté politique très forte de soutenir l'activité. Mais ça pose aussi des questions parce que ces mesures de relance tournent toujours vers les infrastructures, quelque part renforcent les déséquilibres de l'économie chinoise. C'est plus la prospérité commune, quoi. Enfin, on a mis un peu en suspens. Il y aura une question quand même sur les transferts vers les ménages. Hein. La Chine aurait besoin de soutenir davantage sa consommation domestique. Et on a peu de mesures qui vont dans ce sens. Comment on relance quand il faut soutenir la demande et que la demande est confinée dans un pays comme la Chine? Alors là, tant que c'est confiné, à vrai dire, on ne peut pas faire grand-chose. Mais le problème, c'est c'est un sujet, c'est un vrai sujet, parce que 2 ans après, c'est quand même un échec total. On proclamait il y a 1 an, premier entrée, premier sortie, c'est magnifique. 2021 avait été une année spectaculaire de ce point de vue-là pour la Chine. 2 ans après, non. Et 2 ans après, non. Ils y sont toujours. On proclamait le yuan prêt à supplanter le dollar. Voilà, c'est un peu moins clair. Non, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Alors, il y a un vrai sujet sur l'échec de la politique menée depuis la crise de 2008 pour rééquilibrer l'économie. Parce que finalement, la Chine, on peut se laisser piéger, puisqu'ils sont tellement nombreux que des micro-phénomènes prennent des proportions qui, effectivement, entraînent le monde entier. Quand on fait le bilan, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, de la montée en puissance de la consommation dans le PIB, par exemple, mais la Chine est vraiment ça se produit très très lentement et beaucoup de manière totalement insuffisante, avec comme conséquence qu'ils n'ont pas les moyens de relayer sur le plan domestique ce qui leur manque à l'export. C'est ça la conclusion. Donc ils sont toujours en train de courir derrière des plans de relance. Ça fait combien d'années qu'on nous promet tous les 6 mois à peu près avant le Covid, déjà des plans de relance dont on voyait l'effet 2-3 mois et puis plof, ça retombait derrière. Et pourquoi ? Parce que effectivement, à un moment donné, infrastructure sur infrastructure, ça sert plus à grand chose et quand la population est surendettée, ça sert encore moins. Il n'y a pas les effets de levier. L'autre élément qui m'interroge davantage, je suis pas sûre d'avoir une opinion définitive, mais quand même, il me semble que ce décrochage du yuan, au moment où il se fait, bien évidemment, il y a les écarts de taux avec les États-Unis et le dollar qui s'apprécie contre quasiment toute devise. Donc il faut garder ça en tête. Mais je pense peut-être qu'il nous met sur la piste aussi d'un changement de perception sur la réalité chinoise. Ce qu'on voit ces dernières semaines qui nous vient de la Chine est quand même potentiellement en mesure de changer ou d'obliger à un changement de relation future avec cette grande économie. Moi, je suis convaincue qu'on ne va pas pouvoir commercer et lier des liens commerciaux. Véronique, vous parlez de la manière dont il gère le Covid, vous parlez de la relation avec la Russie, vous parlez en fait, un peu de tout ça. Un petit peu d'accord. Tout, non, mais c'est pour que les choses soient dites. L'autoritarisme, la manière dont il gère le Covid, qui hérisse quand même les cheveux de tous les spectateurs en dehors de... Alors, je pense qu'on a fait quand même un peu mieux et qu'il y a quand même des retours qui sont extrêmement choquants. Le positionnement et ce flou artistique dans la géopolitique avec la Russie qui finit par être gênant. On veut bien avaler toutes les couleuvres, mais au bout d'un moment, quand même, il faut reconnaître qu'il y a des couleuvres. Imaginons l'Allemagne dans 1 an ou 2 ans. Est-ce qu'on rouvre les portes et est-ce qu'on a la même attitude à l'égard de la Chine, de l'économie chinoise? Est-ce qu'on refait des voyages d'affaires avec toutes les entreprises pour aller développer notre commerce là-bas? Est-ce que ça se fait aussi facilement? J'y crois pas. J'y crois pas un instant. Je pense que la Chine a cassé son image pour tout un tas de raisons et aussi pour ses difficultés économiques. Et je pense que derrière cette baisse du yuan, le raccourci est un petit peu abrupt, peut-être, je le conçois. Mais il y a potentiellement tout ça.
C'est-à-dire effectivement un changement de perception sur ce que peut apporter la Chine au reste du monde et ce qu'on va pouvoir en retirer d'ailleurs dans la limite de ce qui est décent compte tenu de leur attitude actuelle. La Chine sera peut-être un peu moins investissable demain qu'elle ne l'a été pour la communauté internationale. En tout cas, je pense qu'on a de bonnes raisons de se poser la question. Même si c'est plus très cher. Ah bah alors ça, oui. Mais oui, mais bon, est-ce que c'est suffisant à l'heure de l'ESG? Non, mais allez-y. Sur la devise chinoise, je pense que nous, on avait passé un message très très positif sur la devise chinoise il y a 2 ans pour une question toute simple, qui était l'écart de taux avec la courbe américaine. Cet écart, il est comblé, donc il est assez logique que la devise chinoise arrête de progresser et recule un peu. Et puis on peut aussi relativiser ce recul parce qu'il est surtout vrai contre un dollar qui a monté contre toutes les autres devises. Effectivement, contre l'euro, c'est moins vrai. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder le panier de devises que cible la Banque centrale chinoise qui a été mis en place à partir de 2015. Et là, effectivement, on peut considérer que le décrochage est moins important. La devise chinoise pourrait encore baisser de quelques points, mais ça peut être un atterrissage contrôlé. Peut-être un point... en écho à ce que disait Véronique, un point quand même sur lequel on est attentif sur la croissance chinoise, c'est sa croissance potentielle. Parce qu'un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la démographie chinoise. Vous avez un gouvernement qui veut absolument avoir une croissance de 5,5% par an, mais quand vous avez une population active qui décroît, c'est très compliqué, sauf à sortir des gains de productivité énormes, ou sauf à continuer d'endetter l'économie. Et donc, effectivement, maintenir un objectif de croissance chinoise élevé en Chine implique une poursuite de l'endettement de l'économie et le modèle n'est pas totalement tenable. D'où, à l'inverse, la nécessité d'investir dans l'innovation et dans la productivité. Peut-être le dernier point, là où on peut avoir une surprise positive quand même sur la Chine, il y en a peut-être 2. La première, c'est quand les autorités chinoises se mettent en soutien des marchés financiers. On sait que par le passé, ça a déjà provoqué des rebonds, donc il faut être alerte et réactif à ça. Alors voilà, pour l'instant, j'allais dire... Mais pour le moment, on ne l'a pas encore vu. J'ai des déclarations tous les jours pour dire il faut des share buyback, il faut y aller, allez-y. Et puis on va recevoir les grandes tech demain pour un grand symposium, etc. Bon, marché, c'est un puissant fond pour l'instant. On ne voit pas encore beaucoup l'impact marché. Et le deuxième point, c'est effectivement, on a beaucoup parlé de la politique zéro Covid. Très très dur de faire des prévisions sur le rythme auquel la Chine pourrait distribuer, mettre en place un nouveau vaccin. On parle de mise au point d'un vaccin en partenariat avec BioNTech. Si ça devait être le cas, ça peut être une perspective plus positive sur les prochains trimestres. Ça peut être un game changer comme ça l'a été pour nous en novembre 2020. Sur les marchés, comment on est positionné aujourd'hui, peut-être Julien Pierre là. Alors le fonds Lazard Patrimoine SRI donc est positif depuis le début de l'année. Donc qu'est-ce qui vous a permis d'être positif jusque-là, et pour la suite, qu'est-ce qui vous paraît approprié comme positionnement dans un fonds diversifié multi-actif? Alors on avait réduit dès l'automne dernier l'exposition aux actifs risqués, et surtout on maintenait une sensibilité au taux d'intérêt négatif, ce qui fait que dans un contexte de remontée des taux, ça permet de compenser ce qui se passe sur le reste du portefeuille. Aujourd'hui, on a maintenu ce positionnement en sensibilité négative. On pense que les taux vont sans doute aller tester en fait, très probablement, les taux vont monter jusqu'à ce que quelque chose casse. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est possible que ça soit encore le cas. Et les niveaux extrêmes, ils sont un peu plus hauts que ce qu'on a déjà vu. Oui. Et donc, on conserve, on est plutôt sous-exposé sur les actifs risqués. On pense que tout ce qui est valeur de croissance qui a corrigé est encore un peu cher. Donc, on préfère des valeurs plus cycliques, les financières aussi, qui ont des valorisations plus raisonnables. Et pour le coup, les financières, ça bénéficiera de la remontée des taux. Il faudra se poser la question à un moment de la casse crédit, mais on n'en est pas encore, d'accord. Là. Les prix retrouvés sur le crédit, ou les rendements retrouvés sur le crédit sont pas encore suffisamment intéressants dans l'absolu, mais... Nous, ce qu'on a en tête, c'est que les marchés sur les prochains mois vont continuer d'évoluer avec ces deux questions. Inflation, est-ce qu'elle va baisser, et est-ce qu'à un moment, ça va casser en termes de croissance, et avec éventuellement une récession. Comment on défend les intérêts de ses clients chez Indo-Suez Wealth Management sur les marchés, Vincent, aujourd'hui? Pour essayer de naviguer dans un environnement complexe, on essaye de ramener ça à une équation un peu plus simple.
On avait un positionnement action qui était très centré sur les valeurs dites value, autant liées à la reflation que liées au cycle. On a beaucoup abaissé notre degré de conviction sur les valeurs cycliques là, il y a plusieurs mois. On a gardé une vue positive sur tout le complexe lié à l'énergie et aux matériaux, parce que c'est un petit peu la source du cycle de stagflation qu'on a aujourd'hui. Ces valeurs en bénéficient et ont publié des bons résultats, évidemment, au premier trimestre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a une vue plus prudente aussi sur les valeurs de croissance et on a privilégié davantage les valeurs de qualité, comme le secteur de la santé, par exemple. D'accord, ok. Donc oui, pour tous les deux, c'est trop tôt pour revenir sur des valeurs de croissance rentables, hein, j'entends. Je parle des GAFAM, de la tech, du luxe. C'est pas encore le moment. Elles sont encore plutôt bien valorisées et leur sensibilité au taux long est encore forte. Donc c'est très largement une hypothèse sur le 10 ans américain. Il faut avoir en tête que les valeurs de croissance sont des actifs avec une duration implicite très longue. Voilà. Pas oublier qu'en 2015, la technologie et les GAFAM valaient la même chose que le reste du marché aux États-Unis. Et aujourd'hui, en valo, en PE, oui. Ouais. Et aujourd'hui, on a encore un écart de 4-5 points. Et donc, il faut que... oui. Cet écart, très Et il faut que les GAFAM se traitent comme le marché, alors? C'est ça le... Parce qu'on ne sait plus où ça s'arrête. C'est pas impossible qu'à un moment, généralement, ces écarts finissent par se résorber. C'est un vrai retour à la moyenne, comme on dit alors. Ce serait un vrai retour à la moyenne. Et puis, il y a peut-être aussi deux facteurs qui ont joué, qu'on voit bien transparaître dans la saison de résultats. L'idée que ces valeurs vont avoir des taux de croissance des chiffres d'affaires extrêmement rapides. On commence à avoir un peu de normalisation de la croissance dans plusieurs des sociétés que vous avez citées. Et deuxièmement, les problèmes classiques de l'économie réelle, comme la hausse des prix, la hausse des salaires, la hausse des coûts, on les voit aussi apparaître dans leur compte de résultats. Ouais. Bon, Véronique, sur les marchés, je sais pas. Moi, j'avais une question quand même autour de la BCE, mais qui est aussi une question de marché. C'est comment on préserve l'intégrité de la zone euro si besoin était à nouveau de préserver l'euro. C'est un vrai sujet. Le spread Italie-Allemagne est à 200 BP aujourd'hui. Ok, on a vu pire, bien sûr, mais dans un monde d'avant pas si lointain, c'était déjà un petit niveau d'alerte pour une banque centrale comme la BCE. L'euro-dollar à 1,05 aussi. Enfin voilà. Écoutez, là, pour le coup... Ça vous inquiète pas? Mais non, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi? Je pense qu'il n'y avait pas pire pour la zone euro que la déflation. Avec la déflation, sont apparus les risques d'implosion de la zone euro et on a vu à quel point d'ailleurs c'était effectivement une situation très difficile à gérer. Et je pense qu'un environnement d'inflation est beaucoup plus sain, entre guillemets, beaucoup plus protecteur pour cette union monétaire. Et que finalement, pour les pays à problème, qui sont bien évidemment les plus endettés, quand vous avez beaucoup de dettes, qu'est-ce que vous attendez le plus, sinon de l'inflation? Et alors bien sûr, les taux d'intérêt vont monter, donc le coût de la dette va monter, mais enfin pour l'instant, on a des taux d'intérêt réels négatifs comme on n'a jamais eu. Donc vous faites le calcul, laisse des sensibilités de la dette publique ou des ratios d'endettement public à la croissance nominale. On va être quasiment à 10%, entre 8 et 10% en Italie, en Grèce, etc. Oui, parce qu'on va avoir 8% d'inflation et 2% de croissance, quoi. Oui. Mais ça vous fait baisser vos ratios d'endettement de allez, 12 points à peu près, selon l'élasticité moyenne de ces dernières années. Donc, finalement, voilà, si on arrive à maintenir une inflation plus élevée, il faudra un peu de temps avant que les taux réels remontent en territoire positif d'abord et que ce soit vraiment un handicap. Donc, je pense que finalement, on a plutôt une situation assez favorable, moins anxiogène, je dirais, que toutes ces dernières années. Et en face de ça, on a une Allemagne qui fait de l'inflation, qui va devoir faire des dépenses publiques et de la remise en état de son économie. Et finalement, moi, quand je vois tout ça, je me dis, j'ai envie presque d'acheter de l'Italie. D'être italienne, avec toute la prudence et bien évidemment, je pense qu'il faut certainement pas suivre cette recommandation bien en tête, mais néanmoins, voilà, ça illustre une baisse des craintes ou des inquiétudes. Je vois beaucoup de commentaires, comment la BCE va faire, vont remonter les taux, etc. au pire moment. Mais attendez, j'ai écrit il y a 6 mois, ils vont arrêter le QI au pire moment. Et puis finalement, je reprends mes tablettes, je refais mes calculs, je me dis, oui, mais non, en fait, on a oublié. L'inflation, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. On n'est pas au bord d'une crise souveraine comme celle qu'on a traversée il y a 10 ans. Alors, on peut
avoir du stress. Il Oui, peut y avoir, oui. parce qu'il y aura des besoins de financement. On ne sait pas trop comment va s'orienter le marché dans les prochaines semaines. On voit aussi ce qui se passe sur le marché obligataire en général, la dette privée, qui est une autre histoire un peu. Je suis beaucoup plus inquiète, par exemple, sur les marchés de la dette privée, de crédit, que le marché souverain et même italien aujourd'hui. Non, mais tant mieux. Hein. Alors, Tant ça ne veut mieux. pas dire qu'il puisse se passer tout, mais je pense que la BCE peut organiser des choses pour avoir la main un petit peu en cas de stress et étouffer l'affaire. Bon, en tout cas, aujourd'hui marquait plutôt une journée de détente sur le front des rendements obligataires, avec des taux qui ont plutôt reculé d'une dizaine de points de base pour les taux longs en Europe et aux États-Unis. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante, présidente de RF Research, Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, et Vincent Manuel, directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des assemblées générales. On est en pleine saison des assemblées générales des grandes entreprises françaises et européennes, avec l'angle de l'ESG. Où en est-on du rapport de force entre les entreprises et leurs actionnaires sur les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance, avec, il faut le dire, sans doute un focus important à mettre sur la question environnementale et les stratégies climat des entreprises. C'est Aela Kozik qui est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique, directrice adjointe de l'investissement durable chez Fidelity. Aela, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je le disais en présentation, effectivement, grand moment de démocratie actionnariale que sont les assemblées générales annuelles des actionnaires, et un bon moment pour mesurer évidemment le rapport de force entre les entreprises et leurs actionnaires sur un certain nombre de sujets. Le sujet qui nous intéresse, c'est la dimension ESG et peut-être plus précisément les stratégies climatiques des entreprises. Comment est-ce que ce rapport de force a évolué ces dernières années et qu'est-ce qu'on peut en dire? Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser au regard des assemblées générales qui se sont déroulées et qui vont encore se dérouler pendant quelques jours? Oui, bien sûr, vous avez raison de dire qu'il y a eu effectivement une évolution de ce rapport de force. Je crois qu'il y a deux grosses tendances qui se dessinent. D'une part, c'est que l'engagement actionnarial des investisseurs avec les sociétés dans lesquelles ils sont investis devient plus musclé, avec une utilisation notamment de ce vote en assemblée générale de plus en plus sur des questions environnementales et sociales. C'est-à-dire que des investisseurs comme Fidelity vont voter sur des résolutions considérées comme traditionnelles, comme le renouvellement des administrateurs lors de l'Assemblée générale, mais en faisant passer des messages, notamment en votant contre ces renouvellements d'administrateurs, si par exemple une société ne satisfait pas certains critères minimums en matière de diversité ou en matière de lutte contre le changement climatique ou d'ambition climatique. Donc ça, c'est une chose. Certains investisseurs vont même plus loin en déposant des résolutions à l'Assemblée générale, souvent sur des questions climatiques, alors qu'auparavant, c'était vraiment le fait plutôt d'ONG ou d'associations. La deuxième tendance qui se dessine, c'est effectivement cette entrée vraiment des questions environnementales et sociales à l'Assemblée générale. Qui, jusqu'ici, était assez réservé à certaines zones géographiques, notamment l'Amérique du Nord, où il est plus facile de déposer ce type de résolution à l'Assemblée générale. Et on voit de plus en plus ces résolutions arriver en Europe, notamment, pas toujours déposées par ailleurs par des actionnaires minoritaires, mais parfois par les entreprises elles-mêmes. Donc ce sont ce qu'on appelle des résolutions dites de Say on Climate, qui ont un précédent qui s'appelait Say on Pay, sur les rémunérations exécutives, et qui sont déposées volontairement par les sociétés pour faire valider leurs ambitions climatiques par leurs actionnaires. Est-ce que ça marche? Parce que je vois bien la stratégie des entreprises de se dire il faut qu'on prenne, il faut qu'on montre évidemment qu'on affiche notre volonté stratégique d'avancer sur ces questions climatiques. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça permet un rapport de force constructif ou est-ce que ça tend les rapports de force aujourd'hui? Je crois que ça permet un rapport, effectivement un dialogue, ça institutionnalise un petit peu le dialogue avec les actionnaires sur ces questions-là. Donc dans ce sens-là, c'est une bonne chose et ça permet effectivement d'avoir une ouverture du dialogue sur les ambitions climatiques. Après, je dirais que ça marche, mais de moins en moins pour les entreprises en tout cas, dans le sens où les premières sociétés qui ont été les premières sociétés à mettre ce type de résolution à l'agenda
ont eu des taux d'approbation de leurs résolutions très très élevés. Et ce qu'on voit après 1 ou 2 ans d'expérience, c'est que les investisseurs deviennent de plus en plus exigeants. Il suffit plus de mettre ce type de résolution à l'agenda volontairement. Il faut aussi que les ambitions climatiques soient associées vraiment à un plan stratégique et que les sociétés finalement détaillent la façon dont elles vont parvenir à leurs ambitions et notamment parvenir à des ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dont on parle à un horizon 2050. Ouais. Et c'est là où ça devient plus difficile, effectivement, de faire passer ou de proposer des résolutions beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus engageantes, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus spécifiques. Comment est-ce que les entreprises justifient la résistance ou l'opposition qu'elles peuvent avoir sur certaines demandes des actionnaires qui paraissent légitimes? Et on peut faire crédit aux entreprises que leur intérêt est aussi d'avancer vers un environnement et un écosystème plus soutenable pour tout le monde. Ouais, comment elle justifie le fait de ne pas vouloir s'engager peut-être de manière trop contraignante aujourd'hui? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part certaines entreprises, on a vu l'exemple très récemment avec Total, qui refusent de mettre des résolutions externes à leur agenda, tout simplement en disant qu'elles ne veulent pas que leurs actionnaires s'immiscent dans la stratégie de l'entreprise et que ce n'est pas le rôle de l'Assemblée générale. Ouais. Par ailleurs, elles ont quand même mis un Say on Climate à leur agenda, donc elles demandent quand même l'aval des actionnaires sur leurs ambitions climatiques. Donc bon, il y a quand même, on peut se poser la question est-ce que c'est justifié? Et je crois que par ailleurs, il y a encore un certain nombre de sociétés qui ne veulent pas s'engager sur un objectif d'émissions net zéro à l'horizon 2050, tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment elles vont parvenir à atteindre cet objectif. Oui, donc c'est une forme d'aveu, de transparence de la part des entreprises. Alors, évidemment, l'idéal, comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Non, mais l'idéal étant que ces entreprises-là, on va leur demander de mettre en place, et on va peut-être, en tant qu'investisseurs, les aider à mettre en place des stratégies. Mais tant qu'elles n'ont pas cette stratégie, elles ne veulent pas s'engager. Voilà, exactement. Et tant qu'elles ne sont pas finalement assurées d'avoir les moyens technologiques ou financiers de parvenir à cette réduction d'émissions de carbone, elles ne veulent pas s'engager. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, prendre un objectif, même s'il est très long terme, eh bien, ça donne le ton dans une entreprise, ça donne le ton du management pour le reste des salariés et que finalement, c'est quand même un objectif qu'on a en tête. Ça peut être performatif, quoi. Exactement, oui, absolument. Ouais. Non, mais j'entends bien. En tant qu'investisseur professionnel, et Fidelity est un gros investisseur mondial, pour dire les choses, Ayla, comment vous vous positionnez sur ces questions entre la nécessité évidemment de s'engager, mais d'avoir aussi des stratégies crédibles et parfois des entreprises qui évoluent quand même, il faut le dire, dans un monde compliqué, complexe et qui n'ont pas encore aujourd'hui la réponse à tout. Quel est le rôle? Comment vous définissez votre rôle d'actionnaire aujourd'hui et dans ces moments d'assemblée générale? Mais pour nous, ce qui est très important, c'est effectivement l'engagement avec ces entreprises, puisqu'on ne peut pas avoir toutes les réponses dans le reporting actuel des sociétés. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur des agences de notation externes. Pour nous, le dialogue avec ces sociétés, c'est très important. Et je crois que c'est aussi, comme vous le dites, important d'avoir en tête les challenges que ces sociétés rencontrent pour décarboner leurs activités. Ce qui est aussi important de plus en plus, c'est d'avoir des outils à disposition que l'on peut utiliser si jamais cet engagement s'avère infructueux ou si on juge que les progrès de la société ne sont pas assez rapides. Donc on a parlé du vote qui en est un et qui est inclus dans la politique de vote de Fidelity également. On a aussi la possibilité de s'engager collaborativement avec d'autres actionnaires et on a de plus en plus d'exemples de coalitions d'actionnaires de ce type où finalement on partage les mêmes objectifs ESG et même en étant un gros actionnaire, bien plusieurs gros actionnaires mis ensemble sont aussi plus forts. Oui, parce qu'avant c'était des petites boîtes de gestion qui souvent se mettaient ensemble, mais là même chez les gros,
Vous dites oui, l'idée de la coalition est en train de faire son chemin. Absolument, absolument. Et ça permet aussi d'avoir un accès privilégié ou plus facile auprès de sociétés dans des pays qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter des enjeux climatiques avec leurs actionnaires. Ça permet aussi un partage de ressources pour les investisseurs, puisque l'engagement actionnarial avec une société, c'est aussi quelque chose qui prend du temps et beaucoup de ressources. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Donc ça, ce sont des outils que l'on a de plus en plus à disposition. Et puis ensuite, on a aussi des stratégies dédiées, une gamme de fonds durables qui permet de répondre aux demandes de clients qui ont des exigences et des critères plus spécifiques et qui veulent, par exemple, complètement exclure certaines sociétés, avoir des règles d'investissement très claires sur l'univers d'investissement. Je reviens à l'idée de ces coalitions d'actionnaires, cet engagement des actionnaires. Qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir? Qu'est-ce que vous visez avec ça? Quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour justement mettre les dirigeants de ces entreprises, j'allais dire, dans les pieds dans la réalité et pas avec des horizons de temps de 30 ans? Parce qu'on sait très bien que ces patrons-là ou ces administrateurs, mandataires sociaux, ils seront plus là dans 30 ans. Absolument. Comment on fait pour que ce soit crédible dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, etc. C'est très simple. En fait, on demande à ce que ces objectifs à l'horizon 2050 soient associés à des objectifs plus court terme c'est ça. ou moyen terme, sur lesquels, vous avez raison, le management en place aura une visibilité, aura un plan d'action. Donc, et sera en responsabilité pour rendre des comptes à ce moment. Exactement. Donc on demande plus de transparence sur la façon dont les entreprises vont réduire leurs émissions de carbone, non pas encore une fois à l'horizon 2050, mais vraiment dans les quelques prochaines années. Et on demande aussi aux sociétés de plus en plus de nous expliquer comment le management est incentivé, en bon français, sur ces ambitions climatiques, et notamment au travers de la rémunération des dirigeants. Et est-ce que les rémunérations par variable sont suffisamment indexées aujourd'hui sur des objectifs climatiques, sur des stratégies climatiques dans les grandes entreprises dont vous êtes actionnaire? Alors, en Europe, c'est plutôt courant, mais si on regarde un univers global, ça reste encore une minorité. Et je dirais que... Et c'est une vraie indexation, c'est-à-dire c'est une indexation qui est vraiment incitative pour le manager ou pas? C'est là où je voulais en venir. D'accord. C'est que à la fois, c'est une bonne chose que ces critères ESG fassent leur entrée dans la rémunération variable des dirigeants. D'un autre côté, je n'aurais pas d'exemple à vous citer de dirigeant qui n'a pas reçu sa part variable indexée à ces critères parce qu'ils ne les ont pas remplis. Et donc ça, c'est sans doute un signe qu'il y a aussi un travail à faire sur effectivement les ambitions associées à ces critères. Merci beaucoup, Aëla, d'être venue nous éclairer donc, sur cet exercice de démocratie actionnariale que sont les assemblées générales annuelles d'actionnaires, avec évidemment le thème du climat, de l'ESG au sens large, mais du climat et des stratégies climat qui sont parmi les nouveaux sujets importants traités par les actionnaires avec les directions d'entreprise. Aëla Kozik, qui était avec nous, l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directrice adjointe de l'investissement durable chez Fidelity.